Bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Fleur. Bienvenue sur le MAG, le magazine des étudiants du M1 de journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire de cette édition du 14 février, un portrait, pour commencer, de Valentine Leroy, une jeune journaliste qui pige et qui travaille aussi dans la communication. Nous aurons ensuite un sujet sur un restaurant inclusif qui vient d'ouvrir à Marc-en-Barœul. Un portrait aussi d'un réparateur de vélo, Grégoire, qui travaille à Lille et que nos journalistes ont suivi le temps d'une journée. Enfin, nous nous rendrons sur la manifestation d'SOS Racisme qui a lieu la semaine dernière en réaction à la venue d'Éric Zemmour à Lille. Et nous finirons avec un sujet sur la Chandeleur. Mais d'abord, Romain, nous commençons par la manifestation des professeurs, la grève qui a eu lieu il y a quelques jours. Bien sûr, Fleur, on commence tout de suite avec la grève du corps enseignant lillois qui s'est déroulée le 27 janvier dernier. Le corps enseignant manifestait et demandait une hausse salariale. Nos reporters Kevin Corbel, Antoine Guilhéry et moi-même nous sommes rendus sur place. Les écoles vides, les rues vives. 2 semaines après un important mouvement de grève dans l'enseignement, un nouvel appel à la mobilisation a été lancé ce jeudi 27 janvier. Cette fois-ci, les revendications dépassent le cadre du secteur de l'éducation nationale. La principale demande, une hausse des salaires qui ne concerne pas que les enseignants, mais plusieurs corps de métier, faisant de cette manifestation le premier mouvement interprofessionnel de 2022. Rassemblée à Porte de Paris, la foule, composée de plusieurs syndicats, d'enseignants et d'étudiants, ne cache pas son désamour pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors aujourd'hui, c'est une manifestation du personnel de l'Éducation nationale. Donc on manifeste contre la politique qui a été menée par Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est un des pays qui rémunère le moins bien ses enseignants, ses AESS et tout le personnel qui est lié à l'éducation. Et il y a aussi la gestion de la crise sanitaire qui, il faut le dire, est catastrophique. Une gestion vivement critiquée et des revendications fortes, également soutenues par le Parti communiste français, présent au sein du cortège. Aujourd'hui, en fait, on se mobilise pour tout ce qui concerne donc, la hausse des salaires, la revalorisation des conditions de travail. Également par rapport aux retraites, c'est un ensemble de revendications en fait, sociales qui touchent tous les mouvements, y compris du coup, le Parti communiste français. Pouvoir d'achat, le mot sort toutes les bouches. Avec la hausse des prix de l'énergie, les syndicats espèrent obtenir une revalorisation des salaires. C'est ce pourquoi milite la CGT aujourd'hui. Peu importe le corps de métier, la difficulté elle commence à être partout et dans toutes les entreprises, dans tous les différents corps de métier sur le pouvoir d'achat avec des salaires qui ne suivent plus l'inflation depuis un bon moment. Donc voilà pourquoi on manifeste. Les forces de police ont estimé le nombre de manifestants à 1400 personnes. Selon les syndicats, ils étaient 4500. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors au sein de cette manifestation, on parle trop souvent du corps enseignant lillois, mais est-ce qu'il y avait d'autres corps de métier qui avaient participé à cette manifestation? Alors tout à fait. Alors, en plus du corps enseignant, il y avait beaucoup de syndicalistes et également des étudiants, mais aussi tout ce qui est attrait au corps médical, donc que ce soit des aides-soignants ou des infirmiers qui étaient là aussi pour une revalorisation des salaires. D'accord. On parle de la revendication de la hausse salariale comme sujet principal de cette manifestation, mais est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui ont parfois été mis beaucoup plus en avant que cette notion de hausse salariale? Bien sûr, la hausse salariale, donc la question du pouvoir d'achat était dans toutes les bouches, mais il y avait également la question de l'immigration, contre par exemple les idées de M. Zemmour ou de Mme Le Pen, et c'était vraiment la question de l'intégration, que tout le monde soit ensemble finalement, peu importe l'origine sociale ou l'origine tout court. Voilà. Merci Kevin. Merci à vous. Et tout de suite, nous continuons avec un portrait. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Valentine Leroy, professeure à l'Université catholique de Lille, mais aussi jeune journaliste. Alors elle pige, elle travaille aussi pour une boîte de communication. Tout de suite, un portrait. Valentine Leroy est journaliste, graphiste et chargée de communication. La frontière est mince, mais pour elle, elle s'avère très claire. Elle commence sa journée dans une société spécialisée dans la finance. Donc je me charge de tout ce qui touche à la communication interne, communication externe, le social media. Ça reste majoritairement du design graphique, puisque je m'occupe majoritairement en fait, des vidéos et des plans de communication pour
la RSE, la France, l'Espagne. Et ils ont emménagé ici pendant le premier confinement. Et du coup, oui, c'est tout neuf en fait. Avant, c'était le Jiffy. Un peu avant la fin de mon Master 2, je suis partie au Liban pour faire mon stage de fin d'études. Et parce qu'à la base, je voulais vraiment devenir reporter de guerre. Je suis restée 6 mois là-bas et ça m'a pas du tout plu. Ça reste quand même une partie du métier qui est assez malsaine. Enfin, entre journalistes, c'est pas hyper sain. Je suis pigiste depuis 2010, donc en fait, ça faisait déjà 7 ans que j'écrivais et j'avais pas envie d'abandonner ça. Et en même temps, je savais pas trop quoi faire d'autre, quoi. Enfin, en fait, on nous répète tellement qu'il faut être journaliste à 100% ou alors on peut pas l'être. Dans tous les cas, je veux pas travailler en rédaction. Via le collectif de journalistes dans lequel je suis, tous les retours que j'ai, en fait, c'est le rythme en rédaction, ça me plaît pas. Le fait d'être pas spécialement bien payé pour ce qu'on fait, ça me plaît pas. Enfin, j'ai eu des gros problèmes d'argent où vraiment c'était très très compliqué. Et depuis, j'ai vraiment ce traumatisme de et si ça se reproduisait, et si j'arrivais pas à payer mes factures, et si je me retrouvais à la rue. Alors pour faire disparaître son angoisse, elle a décidé de candidater à un poste en communication à temps plein. Mais est-ce cumulable avec du journalisme ? Oui, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les deux. Alors par exemple, moi je vais pas traiter de sujets touchant aux banques, aux finances dans mes articles. Je vais jamais interviewer certains de mes collègues. Il y a vraiment une scission en fait entre mes deux mondes. Enfin, je pourrais jamais en fait aller dire tiens, je vais proposer un sujet dans lequel je vais mentionner Hoist Finance. Enfin, ce serait complètement contre la déontologie journalistique. Hop. On est arrivé. Super. Coucou. Alors, l'œuvre de Maya. Ah yes, mais sinon ils se font des câlins, ils sont mignons. À la fin de ma 3e année, j'ai été hospitalisée pendant 9 mois en fait en clinique psy parce que j'étais en stress post-traumatique et pour anorexie. Et je suis arrivée en fait au master de la Cato. J'étais encore en hospitalisation de nuit, donc en fait je passais mes journées en cours et le soir je rentrais à la clinique. J'essaie d'intriguer par le micro. Ça se mange. Mon thème de prédilection, forcément, c'est tout ce qui touche aux discriminations et particulièrement aux discriminations de genre. Et du coup, donc je parle beaucoup de féminisme, de transidentité et accessoirement de trafic d'êtres humains, trafic d'œuvres d'art, trafic de drogue, trafic de médicaments, trafic en tout genre. Son quotidien n'est pas de tout repos. Lors du télétravail de l'après-midi, elle doit jongler entre travail d'enquête et visioconférence. Hi. Yes, thank you. Hi, Valentine. How are you? Good. Du coup, généralement, le midi ou en début d'après-midi ou le soir, le lundi soir, je fais le tri dans les comptes rendus de conférences de rédaction. Et là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets qui n'ont pas de preneur. Et ce mois-ci, tu vas écrire combien d'articles à peu près ? Une quinzaine. Mais en sachant que j'ai toujours mes quatre rédactions fixes. Moins Néon maintenant, mais en gros j'ai Mademoiselle dans lequel j'écris régulièrement, Debout dans lequel j'écris régulièrement, Sphère, il y en a un autre, j'ai l'impression d'oublier, et Médiacité. Mais je choisis toujours des médias qui payent bien, qui payent en temps et en heure, qui traitent bien et qui répondent assez rapidement. Je devrais travailler moins, mais c'est un peu compliqué quand on te répète tout le temps que tu risques de ne pas avoir de taf le mois d'après. C'est compliqué de se dire je vais pas démarcher et tout. Puis maintenant c'est un rythme que j'ai pris quoi. Bonjour Honorine, merci d'être avec nous. Bonjour Fleur, bonjour Romain. Alors, ce reportage, on l'a vu, il a mis en lumière ce métier de journaliste, en particulier quand on est jeune, on voit que c'est compliqué, mais que Valentine Leroy reste une exception dans le métier puisqu'elle travaille bien. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'un journaliste en début de carrière gagne bien sa vie ? Est-ce qu'on peut tous bien s'en sortir ou est-ce que ça reste compliqué ? Ça reste un métier précaire ?
C'est vrai que c'est un petit peu du cas par cas et il y a aussi deux choses à bien comprendre, c'est qu'il y a le travail en rédaction et il y a le travail en tant que pigiste et ça n'a quand même strictement rien à voir. Là, dans le cas de Valentine Leroy, c'est quand même, elle s'est quand même bien organisée puisqu'elle a d'un côté un temps plein dans une boîte de com donc elle a donc un salaire fixe et à côté un certain nombre de piges. Et elle, dans son cas, elle choisit très bien ses piges. Elle a la chance d'avoir 4 médias permanents et elle les a très bien choisis parce qu'ils payent bien leurs pigistes. Donc, dans son cas, elle gagne très très bien sa vie pour, on va dire, une journaliste en début de carrière. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui font de la rédaction et du coup, c'est forcément moins bien payé et des pigistes qui aussi peut-être ont un peu moins facilement, comme Valentine, des piges. Et là aussi, ça peut être compliqué. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et Valentine Leroy, et je ne sais pas une exception, mais elle gagne bien sa vie, oui. D'accord. Et vous montrez qu'elle allie justement communication et journalisme. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut avoir sa carte de presse grâce à ça? Puisqu'on sait que pour avoir la carte de presse, il faut que plus de 50% de nos revenus viennent du milieu, de nos travails journalistiques. Alors, dans son cas, je crois qu'elle n'a pas la carte de presse. Mais ça n'empêche pas, on sait que nombreux journalistes n'ont pas la carte de presse et elle peut très bien écrire bon nombre d'articles sans la carte de presse. Je ne sais pas par contre si pour d'autres ça peut être un frein pour avoir la carte de presse. En tout cas, elle ne l'a pas et n'en a pas besoin pour l'instant. D'accord, merci beaucoup Honorine. Merci à vous. Cap cette fois-ci sur Marc-en-Barœul avec l'ouverture d'un nouveau restaurant, suite avec l'ouverture d'un nouveau restaurant Le Papillon Blanc qui vient d'ouvrir et qui met en lumière le travail des personnes handicapées. C'est donc un restaurant inclusif qui vient d'ouvrir. C'est un reportage de Mathieu Pinet, Elisa Darwish, Julien Trafal et André-Louis Masquelier. C'est bientôt la pause de midi et Bistrot Papillon accueille les affamés de Marc-en-Barœul. Fondé par l'association Papillon Blanc, l'établissement est ce que l'on appelle un restaurant inclusif. Sa particularité, il emploie des personnes en situation de handicap. Le concept du restaurant, c'est un restaurant inclusif, donc c'est-à-dire qu'on emploie des personnes en situation de handicap et on leur donne ce tremplin vers le monde ordinaire. Ils sont 6 au total. L'effectif a été instruit par l'association Mère qui accompagne les gens avec des déficiences mentales et les aide avec leur insertion dans la société. Au travail, ils sont guidés par des professionnels pour développer leur propre autonomie. J'aime bien travailler en restauration en tant que serveuse. Quelle est la différence entre être serveur ici et être serveur dans un autre restaurant? C'est pas le même cadre. Le contact réellement avec les clients qu'on n'a pas en EHPAD. Selon le chef d'atelier Eric Gronenscheld, les employés vont pouvoir décrocher des postes dans d'autres restaurants après avoir quitté Bistrot Papillon. Il ne s'agit pas d'un centre de thérapie, mais d'un vrai établissement dans le secteur de restauration. Je trouve que le concept il est incroyable. Moi je suis pour l'inclusion, je défends le handicap depuis longtemps. Bistrot Papillon a ouvert ses portes le 31 janvier dernier à la demande de la Ligue de tennis de Marc-en-Barœul qui cherchait un repreneur. Aujourd'hui, il accueille une trentaine de clients. Avec l'arrivée de beaux jours, la terrasse sera également ouverte pour ceux qui souhaitent profiter du soleil. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15. Alors, est-ce que le Papillon Blanc est le premier restaurant inclusif en France? Eh bien non, c'est pas le seul restaurant inclusif en France, puisque si on prend la région Hauts-de-France, on a un restaurant à Valenciennes qui s'appelle les Cantines de Joséphine, qui est déjà ouvert depuis 3 ans. On a à Roubaix l'Oiseau-Mouche, à Villeneuve-d'Ascq, on a l'Estaminet, et à Lille, on a le Café Joyeux qui va bientôt ouvrir, donc d'ici, à mon avis, 3 mois, puisque ce dernier avait été fait en 3 mois pour les Papillons Blancs. Et on observe depuis quelque temps que les politiques publiques mettent en lumière en particulier ces personnes handicapées et souvent leur exclusion. Est-ce que ce type d'initiatives sont de plus en plus présentes sur le territoire, même à l'échelle locale? Est-ce qu'il y a des volontés vraiment d'inclure les personnes handicapées? Eh bien oui, concernant cette association, on a plusieurs intégrations, comme dans l'espace vert, comme dans le montage, le conditionnement industriel ou agroalimentaire.
On a aussi le transfert sur textile. Et donc, rien que cette association, c'est quand même 180 demandeurs. Et sur le restaurant, on a déjà 6 emplois. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Deuxième portrait, maintenant nous allons vous parler de Grégoire. Alors Grégoire est un jeune Lillois qui se propose de réparer vos vélos. Nos reporters Clément Doucet, Clément Clairaut et Victor de Marcy sont partis à sa rencontre. Il y a 6 ans, Grégoire a ouvert avec son associé Renaud les mains dans le guidon, un atelier collaboratif de réparation de vélos. Notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner les gens à réparer leur vélo. Donc on leur met à dispo tous les outils, on est là pour leur donner les conseils, on a les pièces détachées en vente, et puis on a un petit coin bar, histoire de passer un bon moment pendant qu'on répare son vélo. L'idée permet à Grégoire d'aider les autres quotidiennement. La théorie, c'est que nous, on ne met pas les mains dans le cambouis parce qu'on est là pour aider les autres. Donc on fait faire, on ne fait jamais à la place des clients. De temps en temps, on met quand même les mains dedans parce qu'il y a besoin d'une deuxième main pour serrer, une troisième main pour serrer et tout ça. Après oui, on vient tous les jours ici, c'est notre métier d'être là, d'ouvrir la boutique, de faire que tout soit prêt, de commander les pièces, de ranger les outils pour que tout soit prêt quand les gens viennent. Pourtant, rien ne le destinait à devenir réparateur de vélos. J'avais quelques connaissances, j'aimais bien bricoler des vélos, mais j'avais très peu de connaissances vélo, mais j'avais envie d'apprendre. Et Renaud en avait un petit peu plus, et puis après on a appris sur le tas, en aidant les gens et en voyant beaucoup de vélos passer, à force on apprend. Les différentes réparations émerveillent celui qui est devenu passionné par le biclou. Ce qui est toujours spectaculaire, c'est les gens qui repeignent complètement leur vélo, donc ils le démontent, après on a les outils ici pour décaper le cadre, puis pour le repeindre. Et après, on le remonte. Là, effectivement, ça fait des vélos qui ressortent et qui ont l'air complètement neufs, alors qu'on est parti d'un vieux truc tout rouillé, quoi. Et ça, c'est toujours spectaculaire. Chaque jour à l'atelier est différent. Le quotidien de Grégoire est enthousiasmant, bien loin de son ancienne vie de cadre. Je viens pas du tout du monde du vélo. Moi, je suis ingénieur, donc j'ai travaillé chez France Télécom et puis dans une des grosses sociétés d'informatique. Et puis j'ai eu envie de changer, et puis c'est là que j'ai eu l'idée de monter cet atelier avec Renaud. Et faire quelque chose de concret, où on voit exactement qui on a aidé. Quand on voit quelqu'un qui repart et qui dit « En fait, j'ai réglé un dérailleur, c'est génial, mon vélo il marchait pas, maintenant il marche, c'est trop bien, j'ai appris plein de choses ici. » Grégoire est un exemple de reconversion professionnelle vers des métiers de proximité. De quoi certainement donner envie à certains de se lancer dans l'aventure. Bonjour Clément. Salut Romain. Dis-moi, est-ce que l'entreprise Les Mains dans le Guidon marche bien ? Aujourd'hui, oui. Au début, ils ont connu un démarrage assez compliqué. Et donc, après 2 ans d'ouverture, justement, ils ont atteint le nombre de 50 personnes qui venaient chaque jour, justement, à l'atelier réparer les vélos. Donc oui, l'entreprise actuellement est un succès. Je me permets de poser une deuxième petite question. Concrètement, il répare toutes les pièces de vélo ou est-ce qu'il est concentré uniquement sur des pièces bien spécifiques ? Alors lui, personnellement, ne répare pas. En fait, c'est les gens qui viennent dans son atelier et ils payent un forfait de 10 € pour une réparation. Et donc, il leur met à disposition toutes les pièces. Donc ça peut aller de la roue, des pédales, etc. Donc les gens viennent justement pour avoir accès aux pièces et pour pouvoir réparer. D'accord, merci beaucoup Clément. Merci. Deuxième manifestation à présent, le 5 février dernier, Éric Zemmour était présent à Lille pour faire son mythique au Zénith. L'occasion pour les opposants à ses idées de manifester. Comment s'est déroulée la première partie de cette manifestation ? Un reportage signé Emma Rioloca, Ismaël Otmani et Fleur Tirlois. Combattons-les toujours et continuons à nous rassembler pour s'opposer frontalement à eux et à leurs idées. Voilà l'état d'esprit porté par les quelques centaines de personnes rassemblées contre la venue d'Éric Zemmour de passage à Lille ce samedi 5 février. Syndicalistes, hommes et femmes politiques, la place de la République s'est vue inondée par une foule désireuse de faire entendre son mécontentement face à l'arrivée du controversé candidat à la présidentielle. Et c'est pour cela que nous sommes ici, aujourd'hui, à l'appel de SOS Racisme, pour dire que nous ne laisserons pas passer les idées de l'extrême droite, pour dire que nous ferons bloc ensemble contre le racisme, contre l'LGBT-phobie et contre le sexisme. Non au racisme et oui à la tolérance, voilà le slogan arboré par le groupe SOS Racisme, vedette de ce rassemblement. Son président, Dominique Sopo, accoutumé des grandes déclarations, a tenu à féliciter la présence des Lillois ce samedi après-midi.
Une fois de plus, les personnes du nord de la France ont montré qu'elles répondaient présent, malgré un horaire qui n'était pas forcément évident. Nous avions fait exprès de le faire très tôt pour qu'il n'y ait pas de friction avec le public de M. Zemmour cet après-midi. Eh bien, malgré un horaire qui n'était pas évident, on a bien vu que la mobilisation était extrêmement large et que surtout beaucoup de forces associatives étaient présentes. Si les habitants de Lille ont répondu présent, ils ont également pu compter sur la présence de leur maire, Martine Aubry. Présente pendant tout le rassemblement, elle n'a pas hésité à exprimer son indignation face aux propos d'Éric Zemmour. Je crains des paroles qui rentrent peu à peu dans les esprits chez des hommes et des femmes qui se sentent aujourd'hui oubliés, qui se sentent avoir été trahis par les politiques, qui se sentent humiliés et qui du coup écoutent ces paroles en se disant « je peux peut-être mépriser quelqu'un qui est plus bas que moi ». C'est comme ça que le racisme rentre. C'est comme ça que le Front National est né dans notre pays, où on a vu des personnes en grande difficulté, mais qui n'étaient pas racistes, voter pour Madame Le Pen. Eh bien Zemmour, c'est le même cran, si je veux dire, avec un discours délirant. Et donc il faut se réveiller et dire non, non et non. SOS Racisme prévoit encore une dizaine de rassemblements ce mois-ci. Son président affirme qu'ils feront tout pour éviter la confrontation avec la génération Z. Bonjour Ismaël. Bonjour Fleur, bonjour Romain, merci pour l'invitation. Alors, on se rappelle, il y a 2 mois, il y avait eu des événements à Villepinte lors du premier meeting d'Éric Zemmour, un meeting qui s'était caractérisé par de nombreuses violences, notamment à l'encontre de SOS Racisme. Est-ce qu'il s'est passé la même chose au cours de cette première partie de manifestation? C'est une très bonne question, c'était le 5 décembre, c'est parti en vrille, on a vu les images sur internet. On a eu beaucoup de chance, on est parti à 11h du matin. Alors il faut savoir que ça a été organisé par SOS Racisme, et comme le dit le président Dominique Sopo, ça a été organisé principalement tôt le matin pour éviter de rencontrer les gens qui allaient justement voir Zemmour un petit peu plus tard en après-midi. On n'a vu aucun débordement, tout était très calme, que ce soit avec les hommes politiques, que ce soit les interactions entre toutes les personnes qui étaient présentes. Il faut être honnête, il y avait des personnes qui étaient... il n'y avait pas de contre-avis, c'était que des personnes qui étaient absolument pour SOS Racisme. C'était relativement calme, le tournage s'est passé relativement calme, les journalistes n'ont pas été agressés. Enfin, je veux dire, pour le coup, on était sur une manifestation pacifique au possible. On a vu que vous étiez donc place de la République, qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce que c'était la seule association sur place ? Il y avait beaucoup d'associations sur place, vous l'avez vu avec Dominique Sopo, c'était principalement associatif, donc on a pu croiser, vous avez vu, membres de Nous Toutes, on a pu croiser des membres d'SOS Racisme, de Volt, etc. On a pu échanger avec eux. Alors, malheureusement, la manifestation n'a pas été beaucoup médiatisée parce que justement, ce que vous disiez, il n'y a pas eu de débordement. Pourtant, c'est dommage parce que les associations ont pu parler de leurs messages, ont pu promouvoir des messages de tolérance qui étaient pour le coup intéressants. On a pu voir SOS Racisme qui était à leur cinquième intervention cette semaine. Ils vont intervenir la semaine prochaine. Donc pour le coup, c'était intéressant. On a pu croiser et parler à beaucoup d'associations différentes, que ce soit au niveau de la transphobie, que ce soit du racisme, ou même de l'écologie. Donc non, c'était très intéressant. Merci beaucoup Ismaël. Merci à vous. Alors, il y a quelques jours, c'était la Chandeleur, donc fête maison ou industrielle, à chacun ses goûts. Margot Verdonc, Alizé Lorion et Emma Kikos ont fait une petite enquête sur les crêpes. C'est tout de suite. De la farine, des œufs et du lait. Vous l'avez sûrement déjà deviné, c'est la recette de la pâte à crêpes. Depuis ses origines qui remontent au Moyen-Âge, sa recette reste encore aujourd'hui inchangée. Une pâte faite avec des aliments communs et accessibles à tous, qui permettait à l'époque de terminer les stocks de farine de l'année passée. Encore aujourd'hui, à chaque 2 février, la Chandeleur est l'occasion de se réunir pour célébrer le mois le plus court de l'année, ainsi que le retour progressif du soleil. Et comme à chaque événement annuel, les supermarchés ne manquent pas l'occasion et n'hésitent pas aussi à y participer en proposant des crêpes déjà prêtes à consommer dans leurs rayons. Que ce soit par manque de temps ou par manque d'envie, les crêpes toutes faites ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Marion Verdonc, externe en 4e année de médecine spécialité nutrition, nous aide à y voir plus clair. On n'a pas toujours envie de faire sa pâte à crêpes soi-même. Donc, on peut être tenté d'acheter des crêpes déjà faites au supermarché. Alors, vous avez 2 options. Déjà, les crêpes nature, en sous vide. Donc là, attention, on regarde à la composition. Il faut qu'elle soit la même que celle indiquée à vendre dans la pâte à crêpes maison, c'est-à-dire lait, œufs, farine. Souvent, seront rajoutés du sucre, du sel, et même pire, des additifs commençant par des colorants, des conservateurs. Là, ça, on évite. Ce sont des produits qui ne sont pas utiles à la recette, mais qui sont là pour soit gagner plus de goût, soit faire plus de profit par les industriels. Donc on évite, ils sont mauvais pour la santé. Au-delà des crêpes nature, les supermarchés proposent aussi des crêpes déjà garnies, mais pas toujours avec de bons aliments. Là, encore une fois, trop d'additifs. Là, cette fois-ci, ce seront les graisses qui seront ajoutées, le sel,
pour cacher un peu le goût des aliments qui seront de moins bonne qualité que si vous les aviez fait vous-même. On trouve de plus en plus de la part des industriels et surtout des supermarchés des propositions de gamme un peu plus traditionnelles, parfois même avec des produits locaux faits dans des petites entreprises avec des produits fermiers. Là, l'astuce, c'est de voir si chacun des ingrédients de la composition se trouve dans vos placards. Et la deuxième question à se poser, si c'est le cas, c'est est-ce que vous l'auriez mis dans cette quantité dans votre crêpe ? Si la différence majeure réside dans les ingrédients de la crêpe, ce que vous rajoutez dessus peut aussi avoir un impact sur votre apport calorique. Ensuite, pour la garniture, pour le côté sain et gourmand, je vous conseille de la compote de fruits, sans sucre ajouté, des fruits ou même du chocolat noir fondu. Bien sûr, si vous voulez mettre du sucre ou de la pâte à tartiner, c'est la quantité qui fera le côté néfaste de votre crêpe. Rien n'est à bannir. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, alors sans grande surprise, les crêpes maison, c'est quand même mieux pour le goût, mais aussi d'un point de vue nutritif. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages au-delà de ça à faire ces crêpes soi-même ? Il y a beaucoup d'autres avantages. L'avantage principal, c'est l'avantage économique. Parce que faire des crêpes maison, ça revient à peu de choses près à 2 fois moins cher que de les acheter toutes faites. Et surtout, on évite aussi les emballages en plastique et, comme on l'a dit, tous les ajouts d'additifs. Est-ce que le marché de la crêpe est un marché lucratif ? C'est un marché qui est très lucratif. On le voit avec la différence énorme de prix qu'il y a entre les crêpes faites maison et les crêpes qu'on achète. On le voit rien que dans les rayons de nos supermarchés, tout simplement, ou rien que sur les gammes des crêpes fourrées au chocolat, les célèbres crêpes fourrées au chocolat du matin. Il y a au moins 10 marques, donc c'est un marché qui est très porteur. Merci Margot. Merci beaucoup Margot. C'est déjà la fin de notre journal. Merci à tous. Merci à Fleur pour la présentation. Merci Romain. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une bonne fin de journée.